Un homme revient de l'espace après 20 ans. Et la première chose qu'on te demande, c'est de le tuer, sur ordre du futur. Nous sommes en l'an 7990. L'humanité a conquis les galaxies, elle a colonisé des mondes, bâti des empires stellaires et créé des êtres à son image pour soutenir son expansion. Ce sont des androïdes, mais ce ne sont pas des machines ou des robots d'acier et de circuits. Ce sont des êtres biologiques, indiscernables des humains. La seule chose qui les trahit, c'est un numéro marqué sur leur front. Dans ce futur triomphant, tout semble stable. L'humain domine, l'ordre est maintenu et l'expansion continue. Jusqu'au jour où un homme revient de 61 du cygne. 20 ans plus tôt, il avait disparu. Premier et seul à avoir pénétré 61 du cygne, on l'avait cru mort. Mais il revient. Et le futur lui-même envoie un message. Il faut le tuer. Pourquoi faudrait-il assassiner un explorateur revenu d'entre les étoiles? Que peut-il bien rapporter de si dangereux qu'une civilisation entière en tremble? Hello Nixonautes, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle chronique. Nous allons explorer Dans le torrent des siècles de Clifford Desaimak. C'est un roman qui ne parle pas seulement de voyage spatial, mais de destinée, de conscience et de ce qui fait ou non un être humain. Attache-toi parce que cette fois, le champ de bataille, c'est le temps lui-même. Cette histoire ne commence pas dans l'espace, elle ne commence pas dans un vaisseau ni dans une salle de commandement orbitale. Elle commence dans un jardin calme dont la description nous plonge dans la sérénité. Adams s'y repose, loin du tumulte administratif de l'expansion humaine. Il profite d'un instant de tranquillité dans un monde qui, en apparence, ne doute jamais de lui-même. C'est là qu'un homme vient à sa rencontre. Il n'a rien d'extraordinaire en apparence, il n'a pas d'armure ou d'escorte, pas même une arme visible. Mais il porte avec lui quelque chose de bien plus déstabilisant qu'une menace physique. C'est une information qu'il détient. Il dit venir du futur. Et il affirme qu'Asher Sutton, disparu depuis 20 ans lors de la mission vers 61 du cygne, est sur le point de revenir, et que lorsqu'il reviendra, il faudra le tuer. Sympa le début. Le retour, vraiment nickel. Adams connaît Sutton, c'est lui qui l'a envoyé vers le cygne. 20 ans plus tôt, Asher Sutton était parti vers 61 du cygne, une région de l'espace où aucun humain n'avait encore pénétré. Une mission d'exploration, une tentative audacieuse et puis plus rien. Silence radio. Disparition totale. Tu me vois plus. Officiellement, Sutton est mort depuis 2 décennies. Son nom appartient déjà aux archives. Alors quand cet homme venu du futur affirme qu'il va revenir, Adams ne sait pas ce qui l'inquiète le plus, le retour impossible ou l'ordre qui l'accompagne. Et puis Sutton revient. Il n'arrive pas en conquérant, il n'a rien d'un héros auréolé de gloire, il ne rapporte ni technologie révolutionnaire, ni arme capable de bouleverser l'équilibre galactique. Ce qu'il ramène est invisible, intangible, et pourtant infiniment plus déstabilisant. Il dit qu'il a découvert quelque chose au-delà du cygne, quelque chose qui concerne chaque être vivant, humain ou androïde. Il affirme que la destinée existe, non pas comme une abstraction philosophique, mais comme une présence réelle, une entité qui accompagne chaque vie du premier instant jusqu'à la mort. Dans son esprit, Sutton entend la sienne, Johnny. Une voix, une conscience, un compagnon invisible qui le guide, l'interpelle et parfois le contredit. Cyberpunk 2077, sauf que en beaucoup moins trash. Et il prend pas le contrôle. Et Sutton comprend une chose, c'est qu'il doit écrire un livre. Pas un manifeste politique ou un rapport scientifique, mais un livre. Un texte capable de transmettre ce qu'il a compris. Parce que ce qu'il a découvert menace l'ordre établi. Pas par violence ni par invasion, mais par déplacement. Si chaque être possède une destinée, si chaque vie est accompagnée d'une présence intangible, alors l'humanité n'est plus la seule au centre du vivant. Elle n'est plus unique, elle n'est plus souveraine. Et c'est là que le danger commence. Sutton n'est pas revenu brisé, il n'est pas revenu exalté non plus. Ce qui désarçonne, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il est devenu. Et il y a en lui une distance nouvelle, comme s'il regardait le monde légèrement de côté, comme s'il percevait quelque chose que les autres ne perçoivent pas. Il parle calmement,
Il ne cherche pas à convaincre, il énonce, mais surtout, il écoute. Car Johnny est là. Johnny n'est pas une hallucination, ce n'est pas un délire mystique. Ce n'est pas une voix parasite qui le dévore, c'est une présence, une conscience parallèle, intime et constante. Sutton n'est plus seul dans son esprit. Il dialogue, il réfléchit à deux. Et cela change tout. Il n'agit plus par impulsion, il pèse, il observe, il semble parfois attendre une validation intérieure, comme si une seconde perspective accompagnait ses décisions. Ce n'est pas une possession ni une fusion, mais une coexistence. Et c'est peut-être ça le plus dérangeant, parce que si ce que Sutton dit est vrai, alors chaque être vivant possède sa propre présence invisible. Chaque vie serait accompagnée, soutenue et guidée. L'humain ne serait plus un centre isolé dans l'univers, il serait un point dans une trame beaucoup plus vaste. Mais il y a autre chose. Sutton est revenu changer physiquement, subtilement, subtil. On va plutôt dire invisible. Il n'est plus totalement humain, il possède des capacités que les autres n'ont pas. Une perception accrue, une forme de sensibilité élargie, il sent les intentions, il devine les tensions, comme si le voile du monde s'était légèrement soulevé pour lui. Et c'est là que le roman devient inquiétant, parce que Sutton n'est plus exactement des leurs, des humains donc. Préciser quand même. Et dans une civilisation qui a déjà créé des êtres identiques à elle, mais marqués comme inférieurs, la différence, même invisible, est dangereuse. Sutton est devenu une frontière entre l'humain et autre chose, entre la matière et l'intangible, entre le présent et le temps. Et ce qu'il veut écrire n'est pas seulement un livre, c'est une fissure. Dans ce monde où l'humanité domine et où les androïdes assistent sans jamais revendiquer, Sutton va trouver son plus fidèle allié, chez ceux que l'on considère comme des propriétés. Herkimer est un androïde, biologiquement identique à un humain. Il a la même chair, la même voix, le même regard. Seul son numéro gravé sur le front rappelle son statut. C'est un marquage administratif, une frontière artificielle. Il n'a rien d'un serviteur docile caricatural. Il observe, il comprend et il réfléchit. C'est tous des observateurs quand même. Et surtout, il choisit. Lorsque Sutton décide d'écrire son livre, Herkimer ne l'assiste pas par programmation. Il l'aide parce qu'il estime que cela doit être fait. Et c'est là que Simak est redoutable, car si Herkimer peut choisir, si Herkimer peut soutenir une idée par conviction, alors qu'est-ce qui le distingue réellement d'un humain ? Le roman ne nous montre pas un soulèvement androïde spectaculaire. Il n'y a pas de révolution violente, ni de machines qui prennent le pouvoir. Ce récit montre quelque chose de plus subtil et de plus dangereux, une égalité qui devient visible. Herkimer n'imite pas l'humanité, il l'habite. Et face à Sutton qui n'est plus totalement humain, Herkimer devient paradoxalement celui qui incarne le plus clairement la dignité, la cohérence et la loyauté réfléchie. On commence alors à percevoir le renversement que Simak met en place. L'humain biologique doute, l'androïde marqué agit avec constance, l'explorateur revenu du cygne est devenu hybride. L'être créé devient pilier moral et soudain, la hiérarchie naturelle vacille. Parce que si Sutton est transformé par une destinée intangible et si Herkimer, un être fabriqué, agit avec libre arbitre, alors la frontière entre créé et né n'a plus de sens. Herkimer n'est pas une machine, il est la preuve vivante que la définition de l'humain est politique. Et c'est précisément ce que le livre de Sutton menace de révéler. Si Herkimer incarne le miroir silencieux de l'humanité, Eva Armour en est la fissure consciente. Eva n'est pas une exploratrice revenue des étoiles, elle n'est pas marquée d'un numéro, elle est humaine. Officiellement, incontestablement humaine. Et pourtant, son engagement la place déjà en marge. Eva soutient le mouvement androïde qui n'est pas un mouvement violent ou une insurrection, mais une revendication lente, presque intellectuelle. Une question posée avec calme et qui est que si les androïdes sont biologiquement identiques aux humains, pourquoi sont-ils des propriétés ? Elle ne crie pas, elle argumente. Elle observe les failles du système. Elle voit ce que d'autres refusent de regarder. Lorsque Sutton revient, Eva comprend immédiatement ce que son livre pourrait provoquer. Ce ne serait pas seulement une crise métaphysique, mais un basculement social. Car si chaque être possède une destinée, si chaque vie est accompagnée, reconnue et inscrite dans une trame invisible, alors les androïdes aussi.
Et si les androïdes aussi possèdent une destinée, alors leur statut devient intenable. Eva ne soutient pas Sutton par fascination mystique. Elle soutient l'idée que son livre pourrait enfin rendre visible ce que la société préfère ignorer, c'est-à-dire que la frontière entre humains et androïdes n'est qu'un outil de domination. Mais Eva n'est pas naïve. Ah ça non! Elle sait que le manuscrit est dangereux. Elle sait que des forces cherchent déjà à l'empêcher d'exister. Et pourtant, elle choisit d'aider Sutton parce qu'elle perçoit l'instant historique. Elle comprend que certaines idées ne peuvent plus être retenues. Et à partir de ce moment, le roman cesse d'être seulement l'histoire d'un homme revenu du cygne. Il devient l'histoire d'une société au bord d'un renversement. Herkimer représente l'androïde qui agit. Eva représente l'humaine qui voit. Et entre les deux, Sutton écrit. Ce que Sutton comprend progressivement, c'est qu'il n'est pas seulement surveillé, il est traversé par des forces qui le dépassent. Le temps n'est plus une ligne, il devient un territoire. Et dans ce territoire, plusieurs factions s'affrontent. Il y a ceux qui veulent empêcher le livre d'exister, alors pas le censurer après coup, mais l'empêcher d'être écrit par tous les moyens, l'empêcher d'être terminé, l'effacer, avant même qu'il ne devienne une idée partagée. Je voulais qu'on comprenne celui-là. Ils ne se présentent pas comme des tyrans, ils parlent de stabilité, d'équilibre et de survie de l'humanité. Leur logique est simple, certaines vérités sont trop dangereuses pour être diffusées. Certaines révélations peuvent fissurer une civilisation entière. Alors, ils interviennent. Pas frontalement, mais subtilement. Un détail modifié dans le passé, une rencontre empêchée, un doute semé au bon moment. Le but n'est pas de détruire Sutton, mais de dévier l'histoire. En face, il y a ceux qui veulent que le livre existe, intact et fidèle à la révélation du cygne. Ceux-là ne sont pas nécessairement des révolutionnaires. Certains voient dans le manuscrit une élévation spirituelle, d'autres y voient une égalisation du vivant. Mais tous comprennent que ce texte pourrait redéfinir la place de l'humanité dans l'univers. Et puis, il y a une troisième force, plus inquiétante encore, ceux qui veulent le livre, mais transformé, réinterpréter, car un texte peut libérer, mais il peut aussi être instrumentalisé. Si l'on parvient à orienter le sens, à déplacer légèrement l'intention, alors le manuscrit peut devenir un outil de domination plutôt qu'un outil d'ouverture. Et c'est là que le roman devient vertigineux, car les affrontements ne se déroulent pas dans des batailles spatiales, ils se jouent dans des corrections mineures, dans des bifurcations presque invisibles du passé. Une conversation qui n'a pas lieu, une décision prise 1 minute plus tôt ou un individu influencé à un moment clé. Simak transforme le temps en champ stratégique. Sutton avance donc dans un monde où chaque geste peut avoir été anticipé, où chaque choix peut avoir été altéré et où l'histoire elle-même est malléable. Et pourtant, malgré ses manipulations et ses forces qui cherchent à infléchir son parcours, Sutton continue dans son idée d'écrire. Parce que face aux factions, face aux calculs et aux stratégies, il reste une chose imprévisible, la conviction. Plus les factions s'agitent dans le flux des siècles, plus Sutton ressent le poids de quelque chose d'invisible. Il ne voit pas toujours les manipulations, il ne sait pas précisément quand un détail a été altéré, mais il sent que le monde autour de lui n'est pas stable. Une rencontre qui semblait acquise ne se produit pas. Un allié hésite soudain sans raison apparente. Un souvenir paraît légèrement décalé. Bref, ce ne sont pas de grands bouleversements, ce sont des infimes glissements. Et c'est précisément ça qui est inquiétant, parce que si le passé peut être modifié par touches microscopiques, alors comment être certain que ses propres pensées ne sont pas influencées? Comment savoir si l'envie d'écrire vient réellement de lui ou d'une intervention plus ancienne, déjà orchestrée? Sutton commence à douter, pas de sa révélation ni de Johnny, mais de la pureté de son propre chemin. Et ce doute est dangereux, car pour écrire un livre capable de bouleverser l'histoire, il faut une conviction inébranlable. Or, autour de lui, tout devient incertain.
les visages, les intentions, les motivations, même Eva et Herkimer évoluent dans un environnement où chaque décision peut avoir été subtilement biaisée. Le temps n'est plus un allié, il est devenu suspect. Et pourtant, au milieu de tout ça, Johnny reste. La destinée ne lui dicte pas quoi faire, elle ne lui impose pas un scénario, elle l'accompagne. Elle éclaire certaines zones d'ombre, elle l'aide à discerner ce qui vient de lui ou ce qui pourrait venir d'ailleurs. C'est là que la transformation de Sutton prend toute son ampleur. Avant le cygne, il était un agent rationnel, un explorateur, un homme d'institution. Après le cygne, il est devenu une conscience vigilante, quelqu'un capable de percevoir les interstices, de sentir les déviations. Mais cette lucidité a un prix. Il n'est plus totalement intégré, il n'est plus totalement humain au sens où la société l'entend. Il est devenu une anomalie dans un système qui valorise la stabilité. Et dans un monde qui a déjà appris à marquer les différences d'un numéro sur le front, les anomalies ne sont jamais bienvenues. Sutton avance donc dans un paradoxe. Plus il doute du monde, plus il doit affirmer son propre cap. Plus le temps est manipulé, plus il doit rester droit, non pas pour triompher, mais pour ne pas se laisser diluer. Parce qu'au fond, la vraie question n'est plus qui veut empêcher le livre, la vraie question devient est-ce que Sutton peut encore être certain qu'il veut écrire par choix ? C'est ici que Dans le torrent des siècles cesse d'être simplement un récit de science-fiction pour devenir une interrogation ahurissante. Si le temps peut être modifié, si des factions peuvent infléchir le passé par touches invisibles, si même les motivations d'un individu peuvent être subtilement orientées, alors qu'est-ce qu'un libre choix ? Sutton écrit, mais écrit-il vraiment seul ? Ses décisions lui appartiennent-elles pleinement ? Ou sont-elles le résultat d'un enchevêtrement d'influences étalé à travers les siècles ? Non, parce qu'on va quand même des années 1980 à 7990, et même plus loin. Ça fout le tournis tout ça. Simak ne répond pas frontalement, il place le lecteur dans cette zone d'incertitude. Et c'est là que Johnny prend une dimension nouvelle. La destinée, chez Simak, n'est pas une chaîne, ce n'est pas une fatalité écrasante. Johnny ne dicte pas un avenir inévitable, il l'accompagne, il éclaire et il rappelle aussi. La destinée n'est pas une prison, elle est une présence. Et ça change profondément la question du libre arbitre. Parce que si chaque être vivant possède une destinée, alors le choix n'est pas annulé. Il est inscrit dans une trame plus vaste. Le libre arbitre ne disparaît pas, il coexiste avec une orientation. Simak ne propose pas un univers déterministe, il propose un univers relationnel. L'humain n'est pas isolé, il n'est pas souverain absolu, il n'est pas non plus une marionnette, il est accompagné. Et cela redéfinit tout, car si chaque vie est accompagnée d'une présence intangible, alors la hiérarchie entre humains et androïdes s'effondre. La question n'est plus de savoir qui a été créé, mais elle devient qui participe à la trame du vivant. Si les androïdes possèdent eux aussi une destinée, alors ils ne sont plus des outils, ils sont inclus dans le sens. Et si Sutton, qui est revenu transformé du cygne, perçoit cette trame, alors son livre n'est pas une provocation. C'est une tentative de réconciliation. Une réconciliation entre le biologique et l'artificiel, entre l'humain et l'autre, et entre le choix et la destinée. Mais voilà ce qui est profondément dérangeant, parce qu'accepter cette vision, c'est accepter de ne plus être le centre. Et c'est peut-être cela la véritable peur de l'humanité dans le roman. Non pas la perte du pouvoir ou une révolte d'androïdes, mais la perte de son statut d'exception. Ce qui frappe en refermant Dans le torrent des siècles, c'est à quel point ce roman, publié en 1950, semble dialoguer avec nos propres inquiétudes contemporaines. Simak ne parle pas d'intelligence artificielle au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Les androïdes ne sont pas des algorithmes ni des consciences numériques. Ils sont biologiques, indiscernables et organiques. Et pourtant, leur statut pose exactement les mêmes questions que celles que nous nous posons face aux IA actuelles. Qu'est-ce qui donne un statut moral à l'être, la capacité de raisonner, la conscience de soi, la capacité de souffrir ou simplement la reconnaissance sociale. Dans le roman, les androïdes ne sont pas privés de droits parce qu'ils sont incapables, mais parce que l'humanité a décidé qu'ils ne seraient pas inclus dans la définition de nous. Et cette décision est politique. Aujourd'hui, lorsque nous discutons de statut juridique pour des intelligences artificielles avancées, lorsque nous nous interrogeons sur la responsabilité des systèmes autonomes, nous sommes exactement dans cette zone grise que Simak explore déjà. Mais il y a plus troublant encore.
Le roman ne parle pas seulement d'êtres artificiels, il parle de manipulation narrative. Les factions temporelles n'essaient pas de détruire une armée, elles essaient d'orienter un texte, de modifier un récit et de déplacer une interprétation. Or, notre époque est saturée de batailles narratives, influences informationnelles ou encore altérations subtiles des faits, comme des constructions de réalités concurrentes. Saimak montre que le pouvoir ne réside pas seulement dans la technologie ou la force brute, mais dans la capacité à orienter le sens. Celui qui contrôle l'interprétation du livre contrôle l'avenir. Et cela résonne étrangement avec notre monde, où la question n'est plus seulement qui possède les données, mais qui façonne le récit. Enfin, il y a la question du décentrement. Au XXe siècle, l'humanité commence à accepter qu'elle n'est pas au centre de l'univers. Au XXIe siècle, elle commence à accepter qu'elle ne sera peut-être pas l'intelligence dominante pour toujours. Saimak, lui, posait déjà la question autrement. Et si nous n'avions jamais été seuls dans le vivant ? Et si l'exception humaine était une illusion confortable ? Ce roman n'est pas technologique, il est existentiel. Il ne nous dit pas que les machines vont nous remplacer, il nous demande si nous sommes prêts à partager le sens. Au fond, dans Le Torrent des siècles ou Time and Again, ne nous parle pas d'un futur lointain, mais il nous parle de nous qui créons des intelligences artificielles tout en refusant d'imaginer qu'elles puissent un jour revendiquer une place. Nous qui façonnons des récits puis prétendons que l'histoire se déroule naturellement. Nous qui aimons penser que nous sommes au centre. Saimak pose une question simple, presque brutale, qui est « et si l'humanité n'était qu'une étape ?» Si les androïdes peuvent penser, choisir, soutenir une idée par conviction, qu'est-ce qui justifie qu'on les marque d'un numéro ? Si chaque être vivant possède une destinée, qu'est-ce qui nous donne le droit de hiérarchiser la valeur des vies ? Le roman ne propose pas une révolution spectaculaire, il propose quelque chose de plus subversif, un déplacement. Il retire à l'humain son statut d'exception et il l'oblige à partager le sens. Et c'est peut-être cela la véritable angoisse qui traverse le livre, pas la disparition de l'humanité, mais la fin de son monopole. Alors la question que Saimak nous laisse, et que je te laisse, est inconfortable. Si demain une autre forme d'intelligence, biologique, artificielle ou intangible, revendiquait une place dans la trame du vivant, serions-nous prêts à le reconnaître ? Ou est-ce qu'on préférerait l'empêcher d'écrire son livre ? Si cette chronique t'a plu, pense à t'abonner, à laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de la destinée chez Saimak. Tu peux aussi liker, booster si tu as encore des boosts gratuits et partager cette vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. Et nous, on se retrouve très bientôt pour prolonger la trajectoire de Clifford D. Saimak avec une chronique sur Demain les chiens. Et ensuite, puisque c'est lui qui a gagné lors du sondage lancé en poste, on continuera avec un explorer à son sujet. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas d'explorer de nouveaux horizons avec la science-fiction. Can you prove that it didn't happen?